Bonjour à tous, c'est Dorian et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de la baisse de Tesla en bourse ces derniers jours et ces derniers mois et aussi du dernier tweet de Michael Burry. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps et on rentre directement dans le vif du sujet. Donc l'action Tesla a baissé hier de 12% en bourse, à savoir le 3 janvier, donc tout début 2023. Et l'entreprise, depuis le début de la baisse, qu'on prendra ici il y a un peu plus d'un an en fait, elle a baissé de en gros 74%. Donc c'est une baisse énorme et on voit que la baisse s'est vraiment accélérée ces derniers mois. Et vous avez été plusieurs à me demander aussi bien sur Instagram que dans les commentaires que même sur le Discord ce que j'en pensais et c'est pour ça donc que je vous fais cette vidéo. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est non pas d'aller juste lire un article, de faire de l'émotionnel, de se dire que ça y est, c'est la fin du monde, que l'entreprise est foutue, ou alors que c'est la meilleure entreprise sur Terre. À la place, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller regarder ensemble les analyses que j'avais fait moi à l'époque. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti un fichier Excel qui a pas loin de 2 ans, dans lequel j'avais fait des projections. Donc vous le voyez, on était ici à l'époque, au moment de 2020, c'était les chiffres de 2020. Donc j'ai juste remis quelques chiffres à jour, notamment sur les livraisons de véhicules, sur les marges, puisque maintenant j'ai des informations supplémentaires 2 ans plus tard. Et j'ai rien touché d'autre pour pouvoir vraiment continuer à suivre l'entreprise comme je l'avais analysé au tout début, même si dans le futur j'ai prévu de refaire un Excel beaucoup plus poussé, notamment en prenant en compte les nouveaux projets, comme les nouveaux véhicules, tout ce qui est FSD, la conduite autonome, etc. Évidemment, je ne le répéterai jamais assez, mais ce n'est que mon avis, c'est mon argent que j'investis. Au final, on est tous seuls responsables de ces investissements. Ici, je vous partage mon opinion, puisque je l'ai toujours fait en transparence depuis le début de cette chaîne. Cependant, forgez-vous vos propres convictions, faites vos analyses, car au final, vous serez les seuls responsables de vos investissements. Je ne vous donne pas de conseils et personne ne devrait vous en donner. En tout cas, c'est mon avis. Donc, l'entreprise, elle a corrigé en grande partie parce qu'ils ont eu, entre guillemets, un miss. Donc, ils n'ont pas livré autant de véhicules que prévu. Ils en ont livré 405 000 sur le dernier trimestre 2022 et au total sur une année ils ont livré 1,31 million de véhicules. Et on voit ici que les prévisions étaient plutôt autour de 409 000 à 433 000 véhicules et donc ça a été une nouvelle qui n'a pas été très bonne au niveau donc, de Tesla et l'entreprise a donc continué à corriger en bourse. Comme on le voit ici, donc hier l'entreprise a corrigé, si je le fais sur le graphique ce ne sera pas très précis mais voilà, on retrouve nos 12%. Donc si on passe rapidement sur Finviz, on voit que c'est quand même une entreprise qui tout d'abord a bénéficié d'une croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années en composé de plus de 50% et les analystes prévoient une croissance des revenus nets, donc de l'EPS, donc du revenu net par action, de pas loin de 40% sur les 5 prochaines années. C'est les chiffres des analystes, moi je prendrai mes chiffres plus tard. On voit aussi que l'entreprise a une marge brute de 26,6% et une marge nette de 14,9%, ce qui est très élevé pour l'industrie automobile. Je vous propose de passer maintenant sur MacroTrend pour voir quelques indicateurs financiers et ensuite on regardera aussi bien mon fichier Excel que deux modèles de discounted cash flow. Donc tout d'abord on voit ici la magnifique augmentation du chiffre d'affaires de Tesla, donc rien à dire, on retrouve les fameux 50% en composé sur ces dernières années. Ensuite, si on prend le net income, on voit que l'entreprise est devenue rentable en 2019, donc voilà ici, et depuis, elle a quand même des bénéfices qui ont explosé. On voit qu'il y a eu un petit ralentissement en 2022. On sait que c'est une entreprise qui, notamment avec l'augmentation du prix des matériaux, etc., pourrait avoir les marges qui baissent ou qui fluctuent sur le moyen terme. C'est mon avis, d'ailleurs vous verrez un petit peu plus tard, j'ai baissé mes marges par rapport à mon analyse de l'époque. On va justement aller regarder les marges vu qu'on était en train d'en parler. C'est une entreprise, si on prend sur les derniers trimestres, il se baladait au-delà de 26% de marge brute pour être au-delà de, en gros, entre guillemets, 14% de marge nette sur les 2 derniers trimestres, ce qui est excellent pour l'automobile, sachant qu'on est sur de l'industrie, on n'est pas non plus sur du service ou du logiciel où on aurait des marges beaucoup plus élevées. Cependant, ce qu'il ne faut pas oublier sur ce type d'entreprise, c'est que même si dans le futur, on va avoir des marges nettes qui seraient peut-être autour de 20%, peut-être 25%, on ne sait jamais, mais on n'ira jamais sur des 50% de marge nette, ou en tout cas ça va être compliqué sur la vente de voitures à mon avis. Ce serait possible sur les logiciels, ce serait possible sur la conduite autonome, etc. cependant, mais il ne faut pas oublier que quand on vend des véhicules, on brasse énormément d'argent, les chiffres d'affaires sont élevés, d'ailleurs on peut aller voir, on est sur un chiffre d'affaires à 75 milliards, donc voilà, on brasse quand même des gros chiffres, ce qui fait que même avec des marges qui peuvent paraître assez faibles par rapport à du logiciel par exemple, on a quand même moyen d'avoir des gros free cash flow, donc beaucoup d'argent qui va rentrer, et c'est aussi pour ça que c'est un business model qui m'intéresse, au-delà des possibilités sur tout ce qui est logiciel, conduite autonome, etc.
On va aller maintenant voir les ratios de prix dans le passé pour se rendre compte que l'entreprise a quand même dégringolé. Donc on voit qu'on se baladait il y a encore quelques trimestres sur un price to sales, donc un prix par rapport au chiffre d'affaires au-delà des 20. Et aujourd'hui on est retombé sur en dessous de 6, on est à 5,67. Si on prend le PI, donc le prix par rapport aux bénéfices de l'entreprise de la même façon, on a eu un pic très élevé en 2020 quand l'entreprise était devenue rentable, mais à peine rentable. Et aujourd'hui on est redescendu sur un PI à 38. Et si on retourne voir le forward PI sur Finviz, d'après les analystes, on serait sur un PI l'année prochaine à 23 si on achète l'action aujourd'hui, ce qui est assez peu élevé par rapport à la croissance qu'a pu justifier l'entreprise dans le passé. Évidemment, je dis que ce n'est pas trop élevé, ce n'est que mon avis, et j'ai fait mes propres chiffres, et je ne me base pas non plus sur l'avis des analystes qui vous disent qu'il y aura un forward PI de 23,15 dans le futur. C'est leur avis, je me forge le mien, et je vous invite à faire la même chose. Enfin, on va passer au price to free cash flow, donc c'est le prix par rapport au flux de trésorerie disponible de l'entreprise, et on voit qu'on est repassé sous les 40 avec le prix actuel. Faut se rendre compte que pour une entreprise qui justifie d'une telle croissance, c'est à mon avis un prix qui commence à être très raisonnable, mais voilà, ce n'est qu'un indicateur, il faut regarder plus les chiffres en détail, aller faire un discounted cash flow qu'on va du coup faire maintenant. Donc tout d'abord, si on retourne voir mon Excel, ce que j'ai modifié par rapport à l'époque, donc c'était un modèle très simple où j'avais projeté le nombre de voitures qui vendraient, j'avais aussi projeté les services, j'avais alloué des croissances, et puis ensuite j'avais projeté jusqu'en 2025 les estimations que j'avais sur les ventes de véhicules et d'autres services, et j'avais obtenu un prix à payer. Donc qu'est-ce que j'ai mis à jour? Tout d'abord, j'ai mis à jour les chiffres de vente de véhicules en 2021 et 2022, puisque on a les vraies ventes, donc là on retrouve les 1,31 millions de véhicules vendus. Donc une fois que j'ai rentré ces ventes que je connais maintenant, puisqu'elles viennent d'être réalisées, j'ai pris une estimation de l'augmentation des ventes dans le futur de véhicules à 40%. À savoir que ce chiffre, il est en dessous de ce que prévoit l'entreprise. Le patron Elon Musk a annoncé qu'il pensait faire plus 50% sur les prochaines années de vente de véhicules, et ils estiment qu'ils seraient capables de sortir 2 millions de véhicules en 2023. Donc si on revient sur mes chiffres, moi je me retrouve plus autour des 1,8 million de véhicules en 2023 en prenant 40% d'augmentation. Ensuite, évidemment, j'ai remis à jour donc les marges brutes, j'ai bien remis le 26,6% en 2022. Historiquement, moi je pensais qu'on serait sur des marges brutes qui se baladeraient autour de 28%, voire 30% si vraiment l'entreprise se porte très bien. Donc là j'ai mis 28%. Et ensuite j'ai remis aussi la marge nette ici à 14,9%. Donc j'ai utilisé les chiffres actuels. Une fois que ça s'est fait, les chiffres donc, se sont reprojetés automatiquement. J'ai rien changé d'autre à l'Excel parce que justement, je veux réutiliser les chiffres que je m'étais fixés à l'époque. Et sachez que je vais refaire un Excel beaucoup plus poussé et avancé à titre personnel. Peut-être que je vous le montrerai un jour. Mais voilà, j'aime utiliser les chiffres que j'avais dans le passé pour ne pas me mentir à moi-même, pour ne pas me convaincre, ne pas lire des articles à gauche à droite et me dire ça y est, je veux l'acheter, ou demander à quelqu'un ce qu'il en pense pour l'acheter. J'essaie vraiment de me faire un propre opinion parce qu'au final, c'est mes risques. Et vous voyez, 1 an et demi plus tard, je peux revenir sur mes chiffres et retrouver des valeurs. Donc ensuite j'ai mis que le prix à payer au jour d'aujourd'hui est de 108 $, c'est le prix de l'action. Bon alors vu qu'il y avait eu un stock split ici, j'ai remis la nouvelle capitalisation, le nouveau nombre d'actions et le prix actuel. Et on voit que cette entreprise, si elle avait en 2025 un PI à 30, eh bien aujourd'hui en l'achetant, je serais, d'après mes chiffres, capable de faire un plus 75%. Et si elle avait un PI de 50, donc le prix qu'on lui donnerait en 2025 avec un PI de 50, ce qui est peut-être un peu élevé honnêtement, eh bien on aurait un retour sur investissement de 191%. Et donc vous allez voir que ces chiffres sont quand même assez raisonnables par rapport à l'avis des analystes. Je pense que les chiffres en tout cas que j'ai mis dans cet Excel sont assez conservateurs. Donc en parlant des analystes, si on va sur TipRanks, on voit que globalement on est soit à l'achat, soit à la conservation, et on a un prix cible moyen à 262 $ pour l'année prochaine. Ce qui est donc beaucoup plus élevé que mon estimation, puisque moi si vous regardez, je partirai sur un prix à 189 $ en 2025, alors qu'elle est à 100 $ aujourd'hui. Donc les analystes sont beaucoup plus optimistes que moi, et ça c'est un modèle vraiment très conservateur que je me suis fait, et je sais qu'il est un petit peu trop conservateur puisque je n'ai pas pris en compte certains autres services, ou du moins je ne les ai pas analysés dans les détails. Vous voyez, j'ai juste mis une ligne autre avec solaire, service et full self-driving, et en fait si j'ai fait ça c'est parce que l'analyse elle a plus de 2 ans, et à l'époque c'était des business qui étaient bien plus petits pour Tesla par rapport à aujourd'hui, et donc c'est pour ça que je vais le remettre à jour. Cependant j'aime conserver mes fichiers parce que des années après ça me permet de savoir pourquoi j'avais investi à l'époque. Maintenant si on va faire deux discounted cash flow, donc là on a un premier modèle et ici un deuxième modèle, donc on va utiliser peu importe un des deux. On voit donc que j'ai un discount rate à
à 10%, donc ça veut dire que je veux faire du 10% par an, ce qui est plus élevé que le S&P 500. Je prévois une croissance donc là de 40% sur les 5 prochaines années, puis de 15%, un terminal rate à 3%, le prix actuel à 108 $, et si je calcule, on serait sur un prix, donc une fair value, un prix raisonnable à 231 $ aujourd'hui en actualisant donc mon free cash flow dans le futur. Et donc on se retrouve un petit peu en dessous de ce que prévoient les analystes. Donc les analystes sont vraiment sur des chiffres de croissance assez élevés. Et si on veut essayer de retrouver quelle serait la croissance qu'on aurait sur le free cash flow sur les 5 prochaines années pour juste être au bon prix aujourd'hui, il faudrait qu'on soit, je l'ai fait tout à l'heure, entre 15 et 20%, on va le refaire ensemble. Donc là, si je mets 20%, voilà, on est à 111 $. Donc ça veut dire qu'il faudrait que l'entreprise croît son free cash flow entre guillemets de seulement 20% sur les 5 prochaines années en composé, ce qui serait bas à mon avis par rapport au potentiel futur de Tesla. Ça voudrait dire par exemple qu'ils auraient les ventes en effet qui augmentent de 40%, peut-être avec 1,8 ou 2 millions de véhicules par an, ce qui j'imagine vont faire, et enfin c'est mon avis, puisque les ventes continuent à être bonnes, même si certes elles ont ralenti un tout petit peu, et les usines vont rentrer en jeu et produire beaucoup plus, notamment au Texas et en Allemagne à Berlin. Mais donc voilà, après ce qui serait possible, c'est que les marges tombent énormément. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs si on retourne sur les marges juste ici, il n'est pas impossible avec l'augmentation du coût des matériaux, l'inflation, etc., que les marges viennent à dégringoler, qu'aussi bien brut opérationnel que net, et dans ce cas-là, on pourrait avoir beaucoup moins de flux de trésorerie disponibles, et ça pourrait faire baisser donc la croissance sur le moyen terme. Après, moi, personnellement, ça n'empêche qu'au final, pour conclure sur l'action, je continue à en acheter. J'en achète doucement parce qu'elle pèse déjà dans mon portefeuille et je ne peux pas avoir une entreprise qui pèse trop sur mon patrimoine total parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et donc j'en achète une action peut-être tous les mois, tous les 2 mois, tout doucement, tout simplement parce que je veux DCA sur le long terme. Donc l'acheter un petit peu chaque mois pour lisser mon prix de revient et je ne veux pas qu'elle pèse trop dans mon portefeuille, sachant qu'elle pèse déjà pas mal. Donc je suis prudent. Donc voilà pour mon avis sur Tesla. Sachez que je l'achète, mais je l'achète raisonnablement avec parcimonie parce que c'est déjà une belle position dans mon portefeuille, mais cependant sur le long terme je crois dans l'entreprise et je vais continuer à investir. Encore une fois, ce n'est que ma réaction à chaud, j'ai fait cette vidéo parce qu'on me l'a demandé beaucoup dans les commentaires, qu'est-ce que t'en penses, donc j'ai juste remis à jour des vieux chiffres, je n'ai pas repoussé une analyse complète sur un jour ou deux de travail, je le ferai peut-être dans le futur, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo, et au final, comme je le disais, prenez vos propres décisions, puisque c'est votre argent, et moi c'est mon argent aussi. Alors je vous propose maintenant de passer sur le tweet qu'a fait Michael Burry, donc son dernier tweet. Il faut savoir que Michael Burry, c'est une personne qui a en fait à l'époque shorté le marché, donc qui était vendeur lors de la crise des subprimes en 2007, 2008, 2009. Il était en avance sur entre guillemets son temps, et ensuite il a été très popularisé dans le film The Big Short, donc ça l'a vraiment rendu populaire. Il faut savoir que c'est une personne, et je le dirai un petit peu à la fin de la vidéo, qui n'est pas forcément un investisseur à long terme, mais qui est plus un trader, c'est un gérant de fonds. Donc voilà, il a une vision très macro de l'économie. Il est là pour essayer de prédire ce que va faire le marché sur le long terme en fonction de la réaction des gouvernements, en fonction donc de l'inflation, on va le voir, des taux d'intérêt, etc. Donc c'est un trader. Cependant, je pense que c'est une personne qui a eu raison par le passé, qui certes est des fois un petit peu négatif dans sa façon de penser, on peut respecter ça, et puisqu'il a eu du succès par le passé, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir son avis sur l'économie, sachant que nous, ça a une influence certes, mais sur le très long terme, si vous faites de l'investissement sur le long terme comme moi, on se doute que, ou du moins on espère que les marchés vont continuer à monter sur le très long terme. Cependant, comme vous le savez, on parle beaucoup de l'inflation, ça a des impacts sur nos vies, sur l'emploi, sur la récession, sur l'immobilier, les taux d'intérêt, donc j'aime parler de ces sujets d'économie, même si dans ma stratégie d'investissement en bourse sur le très long terme, notamment sur des ETF, ça a un petit peu moins d'importance, je tiens à relativiser. Donc ce qu'il nous dit d'abord, c'est que l'inflation pour lui, elle a atteint un plus haut. Si on prend l'inflation aux États-Unis, on voit qu'on était à 9,1 au plus haut en juin 2022, et si on prend le core inflation, donc c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé l'énergie et l'alimentation qui sont très volatiles à cause des marchés internationaux, de la fluctuation des monnaies, on aurait aussi piqué du coup en septembre, donc on aurait fait un poids en septembre à 6,6%. Donc pour l'instant, a priori sur le court terme, on peut être d'accord avec lui, il constate que l'inflation a atteint un plus haut. Mais ensuite, il dit que ce n'est pas pour lui le dernier point haut de ce pic. Donc pour lui, ça veut dire qu'il pense qu'on pourrait refaire un point haut sur l'inflation, repasser dans quelques mois au-delà des 9,1%. Ensuite, ce qu'il nous dit, c'est que pour lui, il y a de très grandes chances qu'on voit le CPI
qui va baisser encore en 2023 et qui pourrait même être en négatif dans la seconde half, donc dans le deuxième semestre de 2023. Donc il voit tout à fait, pourquoi pas, le CPI, c'est ce chiffre, venir même en négatif sur le moyen terme, donc dans l'année 2023. Et ensuite, il nous fait un petit peu d'humour, un petit pic entre guillemets, c'est un peu de politique. Il nous dit que pour lui, les États-Unis seront en récession en 2023, by any definition. Donc en gros, peu importe la définition, parce qu'on sait qu'on a déjà eu 2 trimestres en fait de PIB négatif aux États-Unis. Donc officiellement, ça devrait être une récession. Après, il faut voir si les chiffres seront révisés. Mais les politiques disaient non, ce n'est pas une récession. Donc il y a eu des débats là-dessus. Donc lui, il dit by any definition. Donc pour lui, voilà, c'est certain, on aura une récession en 2023. Et ensuite, ce qu'il dit du coup, c'est que la Banque centrale américaine, donc la Fed, va devoir rebaisser les taux d'intérêt et le gouvernement devrait recommencer à stimuler. Donc si on prend les taux d'intérêt aux États-Unis, le Fed Fund Rate, on voit qu'on a eu toutes ces augmentations, on en a beaucoup parlé sur la chaîne depuis plusieurs mois, et aujourd'hui on a dépassé les 4%, et c'est aussi pour ça qu'aux États-Unis, les taux sont beaucoup plus élevés, l'immobilier est en train de baisser, puisque l'argent coûte beaucoup plus cher à emprunter que ce qu'elle le coûtait il y a 2 ans, et on est un petit peu en train de suivre le même chemin en Europe avec un petit peu de retard. Bref, ça c'est un autre sujet. Et donc ce qu'il nous dit, c'est par contre du coup que pour lui, à cause des taux qui vont rebaisser et du gouvernement qui va restimuler après avoir créé une récession, on pourrait avoir l'inflation qui repart à la hausse, et du coup à la fin il dit it's not hard, en gros il dit c'est évident, c'est ce qui va se passer. Et donc pour lui ça veut dire qu'on pourrait très bien avoir l'inflation qui redescend d'un niveau très bas avant de repartir encore plus fort, peut-être, il ne le dit pas ici, mais on imagine il doit penser à 2024 ou 2025, et donc ça recréerait encore ce cycle où la Fed et les gouvernements courent toujours après l'inflation et essaient de maintenir l'économie. Et donc voilà, après ça c'est son opinion, et honnêtement je pense qu'il a pas tout à fait tort, mais peut-être que c'est un peu exagéré. C'est-à-dire que, est-ce que les taux de la Fed vont rester élevés pendant très longtemps? Honnêtement, je pense qu'on va... attendez, je repensais sur la graphique, pardon. Je pense qu'on va dépasser les 4%, qu'on va peut-être même passer les 5% comme ils l'ont annoncé, mais ils vont peut-être pas tenir ça jusqu'à fin 2023, voire tout 2024, parce qu'ils avaient annoncé, on l'avait fait dans une précédente vidéo, qu'ils allaient le tenir sur le très long terme pour justement combattre l'inflation. Mais si on se prend une grosse récession aux États-Unis et que l'inflation vient à dégringoler, je ne serais pas étonné que la Banque centrale américaine ait beaucoup de pression du gouvernement pour rebaisser les taux, parce qu'une grosse récession aux États-Unis, ça va affecter et ça va toucher la population beaucoup plus que dans des pays où on peut être plus protégé, parce que les retraités, principalement une grosse partie de leur retraite allait en bourse, évidemment sur des fonds indiciels et tout simplement dans les 401k. Et donc si la bourse tombe, puisque les taux d'intérêt remontent, les entreprises sont moins rentables, on est en récession, forcément ça a des gros impacts sur la vie des gens, et je pense qu'il n'a pas tout à fait tort dans le sens que la Fed pourrait avoir ce revirement. Après, moi, qu'est-ce que ça m'amène à dire et en quoi ça m'intéresse d'avoir son avis? Tout simplement, il faut savoir que la bourse a toujours tendance à anticiper l'économie. Et généralement, si vous prenez historiquement, ce n'est pas une vérité vraie, certes, mais quand on prend une grosse récession dans un pays, ça a tendance à marquer les fonds des marchés financiers. Et donc, je ne serais pas étonné que si dans 3 à 6 mois, on venait à vraiment avoir une grosse récession et que la Banque centrale américaine venait à rebaisser les taux, il se pourrait qu'on ait le S&P 500 ici et aussi le Nasdaq qui touche enfin un point bas. Après, ce que ça me fait aussi dire, c'est que moi, j'en ai aucune idée de ce qui va se passer. Et ça revient à ma stratégie en bourse. C'est-à-dire que tous les mois, quoi qu'il arrive, je mets de l'argent, le même montant, sur ces ETF S&P 500, sur un ETF marché émergent pour vraiment toucher les pays sur lesquels je veux investir, donc les marchés émergents, l'Inde, la Chine, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud. Et aussi, évidemment, je mets de l'argent sur le monde entier avec un ETF monde pour aussi avoir de l'argent en Europe, dans des pays beaucoup plus développés comme les États-Unis, le Canada, etc. Donc voilà, au final, j'investis sur le long terme, je fais des investissements entre guillemets de bon père de famille sur les ETF, et donc tous les mois je mets de l'argent. Après, est-ce que ça va être dramatique? Et est-ce que ça va repartir à la hausse de plus belle à 10%? Et est-ce qu'on aura ce scénario dramatique? Je sais pas, par contre, je l'espère pas, et foncièrement j'ai toujours envie d'être positif, c'est ce que je vous transmets tout le temps dans ces vidéos, et je continuerai à l'être. Ça, c'était évidemment pour ma partie ETF. J'ai aussi d'autres investissements où ça a beaucoup plus d'impact, ce qui dit. On pourra penser aux actions individuelles. Des actions comme Tesla sont beaucoup plus impactées par l'inflation, par le coût des matières premières. Et on pensera aussi à l'immobilier. C'est-à-dire que si la Banque Centrale Européenne continue à monter les taux, ça va coûter de plus en plus cher d'acheter de l'immobilier. Et donc, ça a aussi des impacts sur moi. Donc, encore une fois, suivre une personne comme Michael Burry qui a des opinions, certes, assez tranchées et assez fortes,
ça reste quand même assez intéressant pour moi parce que ça me donne aussi une opinion sur l'économie sur le futur. Et par exemple, si je décide de racheter de l'immobilier, il est évident que je vais suivre les taux d'intérêt et si je vois qu'ils auraient tendance à arriver à un plus haut, eh bien ça peut être par exemple un moment pour moi pour me préparer à re-rentrer sur le marché immobilier si 6 mois plus tard, eh bien les taux commencent à baisser et que je peux bénéficier de meilleurs taux. Donc voilà pour les deux sujets que je voulais traiter aujourd'hui. Sur ce, ben écoutez, on en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, aussi à aller me suivre sur Instagram. Aussi, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires aussi bien ce que vous pensez de la vie de Michael Burry que de ce que vous pensez de l'action de Tesla en ce moment. Vous avez des liens dans la description pour aller plus loin avec notamment une introduction à la bourse qui vous permet vraiment de comprendre les bases de l'investissement sur le long terme. J'ai eu pas mal de retours positifs sur cette vidéo et donc ben, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.